Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous parler de mon rapport au deuil particulièrement. Donc faire un petit travail d'introspection et puis la réflexion que j'en ai sur cette thématique en fait qui m'anime depuis des années. Depuis que j'ai perdu mon père lorsque j'avais tout juste 21 ans. Et puis après, s'en est suivi la perte de ma mère et puis de ma petite sœur. À chaque fois, ça a été des pertes brutales qui m'amènent aujourd'hui à cheminer en fait sur cette réflexion et le rapport qu'on en a concernant la perte d'un être cher. Et à mon sens, on n'en parle encore pas assez aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que j'ai à cœur en fait de témoigner de ce qui est là pour moi, de mon cheminement personnel, qui n'est pas, comment dire, c'est ma réflexion personnelle. Donc il y aura certainement des personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis et c'est ok aussi. Et puis je voulais simplement vous dire que mes vidéos, je les fais à mon petit niveau, donc qui n'est pas non plus, je suis pas une spécialiste dans la technologie et je pense que ça se voit, mais voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager ma réflexion du moment et ce qui est là pour moi en fonction de mon cheminement personnel. Donc je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai vécu lorsque j'ai perdu mon père, l'état dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Donc je venais tout juste d'avoir 21 ans, parce que mon papa est décédé en juillet 2004. Et je me souviens que ce soir-là, c'était un soir un peu bizarre. Je travaillais dans la restauration traditionnelle et toutes les tâches que je devais accomplir étaient fastidieuses. En fait, j'étais même fatiguée. J'étais fatiguée, bien sûr, par ma journée de travail puisque je faisais énormément d'heures. Mais c'était pas un soir comme les autres. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si j'étais traversée par une énergie un peu bizarre. Je me souviens que les pleurs venaient facilement, j'avais du mal à avancer, tout devenait insurmontable. J'avais l'impression de me noyer dans un verre d'eau, c'était compliqué. J'ai pris donc les derniers transports en commun pour rentrer chez moi. Et puis arrivé en bas du bâtiment, je vois que la lumière est allumée, que le balcon est ouvert, c'est en été, il fait chaud. Donc je me dis que mon père doit être encore réveillé. Et lorsque je monte à l'étage et que j'insère la clé dans la serrure, je m'aperçois qu'il y a la clé derrière et je ne peux pas rentrer, donc je tambourine, je sonne. euh, et mon père ne m'ouvre pas. Alors je me dis que peut-être il s'est endormi ou peut-être qu'il a fait un malaise parce qu'il avait des soucis de santé. Et donc je descends au premier étage, je frappe chez le voisin et je lui demande voilà, de m'aider parce que je n'arrive pas à rentrer chez moi. Il appelle les pompiers. Les pompiers arrivent et là je comprends que ben, c'est terminé, quoi. Donc euh, c'était, comment dire, d'une extrême violence parce que le matin je pars de l'appartement, je lui souhaite bonne journée et je lui dis à ce soir et le soir plus rien, quoi. Et j'ai dû faire face à des deuils euh, successifs, alors pas la même année, bon, ma maman en 2010 du coup, 6 ans après, et ma petite sœur en 2020, mais à chaque fois, en fait, je reçois, donc là, mon père, bah, je vivais avec lui, donc j'étais obligée de le découvrir par la force des choses, mais ma maman, qui habitait dans une autre ville, et ma petite sœur également, un appel pour m'annoncer que bah, c'est terminé, alors que ma petite sœur, la veille, on était au téléphone ensemble, on s'échangeait des messages et le lendemain plus rien. Et ma maman, quelques jours auparavant, elle m'avait laissé un message et on devait se voir prochainement pour les vacances. Et une semaine après, plus rien, quoi. C'est extrêmement violent. Et je trouve que c'est une chose que l'on a tous en commun,
c'est que l'on va tous perdre des gens qu'on aime. Nous n'avons pas le choix que de faire avec, hein. Par contre, face à la perte, le processus de deuil et la façon dont nous réagissons avec ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, nous est propre. Évidemment, chacun va vivre son deuil à sa façon. Donc c'est ce que je disais également, et peut-être je me répète très souvent, mais au sein d'une même fratrie, si les frères et sœurs perdent un parent, chacun va vivre son deuil à sa façon. Même au sein d'un couple, quand le couple perd un enfant, que ce soit l'homme ou la femme, chacun va vivre son deuil en fonction de ce qui est là pour lui individuellement ou pour elle. Donc, des spécialistes du deuil disent que nous parlons d'un phénomène de deuil anticipé, hein, lorsque le deuil survient avant la perte. Donc je répète la phrase, des spécialistes du deuil disent que nous parlons d'un phénomène de deuil anticipé lorsque le deuil survient avant la perte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque par exemple on annonce un cancer en phase terminale et qu'il n'y en a pardon, et qu'il n'y en a plus que pour quelques mois à vivre dans les formes plus graves après l'annonce de la maladie. On continue toujours à vivre ensemble, mais le quotidien n'a plus du tout le même goût, n'a plus du tout la même saveur, car on sait qu'il y a plus d'avenir, plus de projet à cause de ce diagnostic médical. C'est pour cette raison que certains spécialistes disent que le deuil survient avant la perte. Dans ce cas de figure-là, même les personnes en fin de vie doivent faire le deuil de leur passé, de leur vie précédente en fait. Hein. Donc le deuil n'est pas un processus linéaire qui se termine lorsque nous avons accepté la mort d'un être cher. Ce n'est pas un processus qui suit des étapes l'une après l'autre. C'est une expérience complexe où l'on navigue entre le sentiment de perte et les efforts que l'on met en place pour retrouver une vie dite normale, entre guillemets, hein, bien sûr. Donc, sur le plan théorique, on distingue différents moments. On parle d'un modèle d'ajustement au deuil dans la deuxième phase du deuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'acceptation définitive de la mort qui marquerait la fin du processus, dans le sens où vous perdez un être cher, la personne décède, vous savez qu'elle est morte, et le fait de savoir que la personne n'est plus là physiquement fait que vous acceptez qu'elle soit morte. C'est comme ça et vous continuez à vivre normalement. Non, non, enfin, c'est pas une phrase à considérer, évidemment, hein, je provoque un peu. Non, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a en permanence des allers-retours entre un état de tristesse exacerbé et des efforts pour continuer à vivre. Ce n'est pas parce que le deuil ne se voit pas de l'extérieur, lorsque vous vous présentez au monde, qu'il ne se manifeste pas à l'intérieur de l'être. Des chercheurs ont étudié certaines zones du cerveau avec les techniques d'imagerie par résonance magnétique. Eh bien, les chercheurs ont constaté que certains sentiments font partie du deuil et activent des zones précises du cerveau. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées en cas de douleur physique. Certaines personnes disent que la douleur qui émerge lorsque l'on perd un être cher est si intense que c'est presque comme si c'était dû à une douleur physique. Donc c'est pour dire à quel point il y a un réel impact physique et psychologique. Donc il n'y a pas de normes en matière de deuil. Hein. Le processus de deuil varie différemment d'une personne à une autre. Hein. Donc certains médecins considèrent que si au-delà de 6 mois,
la personne a du mal à se débrouiller dans la vie, à fonctionner et à faire ses tâches quotidiennes, eh bien, il s'agira de parler d'un trouble du deuil prolongé. Bien que lorsque l'on perd un être cher, le deuil nous transforme à tout jamais, vous ne serez jamais plus comme avant. Nous vivons avec la perte de l'être aimé quotidiennement, c'est quotidiennement que ça nous suit, que ça nous habite, hein. On vit avec cette douleur, avec ce processus qui s'opère en nous. Le deuil fait réellement partie de notre quotidien. Dans un monde qui favorise la rapidité, hein, l'adaptation en permanence, la performance, la réactivité, l'efficacité, la productivité, pour en citer que quelques-uns. C'est dire que ça ne va pas du tout dans le sens du deuil auquel on doit faire face, qui est à l'opposé de la rapidité, de la réactivité. Le rapport au temps devient différent. Lorsque l'on perd un être cher, c'est comme si le temps s'arrête. On est tourné vers le passé, alors que la société continue de bouger, continue de s'émouvoir, continue d'avancer. Donc, il y a cette dichotomie en fait entre la réalité sociétale et la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de notre être. Donc, c'est ce que j'avais pu évoquer dans une des vidéos, là où je parle de l'univers de l'entreprise et de notre rapport au deuil quand il y a un agent qui travaille dans un service et qui doit faire face à un deuil. Je trouve que après, bon, la faute à qui, j'en sais rien, mais force est de constater, en tout cas, l'expérience que j'en ai eue, il y a une méconnaissance de ce réel traumatisme que traversent les personnes en fonction du lien qu'ils avaient avec l'être cher, si c'était un enfant, un parent, un conjoint, une conjointe, un grand-parent, enfin bref. Et puis, je trouve aussi que les jours de congé ne sont pas du tout adaptés. Quand vous savez que dans certaines entreprises, vous avez droit à 2-3 jours, suivant le lien que vous aviez avec la personne, si c'est un frère, une sœur, un mari ou pas. Voilà, enfin moi je trouve que c'est très très limité et moi je pense qu'il s'agirait quand même de s'asseoir autour d'une table et de discuter de façon sérieuse de ce sujet qui est un vrai sujet de société pour moi, même si ça se passe au niveau individuel et qu'on est tous différents, mais de s'entendre en fait sur un réel accompagnement et une réelle reconnaissance de ce traumatisme qui engendre aussi par la suite des difficultés sur la santé aussi, sur la santé physique, sur la santé mentale. Donc il y a vraiment un réel impact. Voilà, donc voilà, j'avais besoin de parler de ça parce que je pense que on devrait tous s'interroger à ce sujet. Évidemment, c'est quand on traverse une perte brutale qu'il y a des questionnements et un cheminement qui fait sens en nous. Mais à mon sens, on est tous concernés, même si on n'a pas encore perdu quelqu'un, à un moment donné, on le saura. Donc, c'est vraiment un sujet à prendre à cœur. Donc, il y a aussi aujourd'hui particulièrement quelque chose comment dire, à mettre en lumière, c'est le fait que la mort est cachée dans notre société. Dans le passé, on gardait le défunt à la maison. Il y avait ce que l'on appelait la veillée mortuaire, où tout le village se déplaçait pour voir la personne qu'ils avaient connue, ce qui laissait aussi un certain laps de temps pour observer le corps sans vie, hein, le visualiser, permettre au processus du deuil de faire son chemin et passer du temps avec la personne décédée. Aujourd'hui, tout est caché, on décède la plupart du temps dans un hôpital ou une institution, maison de retraite par exemple, on écarte de la personne pour récupérer le corps.
On nous écarte de la personne pour récupérer le corps, excusez-moi. Des agents funéraires s'emparent du corps du défunt. D'autres personnes interviennent sur le corps de la personne que nous avons perdue. Enfin, moi je trouve que dans certains cas, ça dépend. Bien évidemment, tous ces professionnels font du mieux qu'ils peuvent pour ne pas froisser les familles, l'entourage. Mais dans certains cas, et notamment ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, euh, moi, je sais que j'ai des personnes autour de moi qui ont perdu un être cher et qui n'ont même pas pu voir le corps, qui n'ont même pas pu voir le corps de la personne disparue. Donc, en fait, ils se sont retrouvés devant un espèce de cercueil quand c'était possible, ne sachant pas en fait si c'était réellement la personne, enfin l'être qu'ils avaient perdu qui se trouvait à l'intérieur. Donc, moi, je trouve que c'est d'une violence inouïe que de se retrouver dans une telle situation. Moi, j'ai perdu ma petite sœur en 2020. Heureusement, j'ai pu la voir et il n'était pas question que je ne la voyais pas hein, de toute façon. J'ai pu la voir, j'ai pu rester un moment auprès d'elle. Enfin, c'était tellement important pour moi. On est tous différents, hein. Il y a des personnes qui ne préfèrent pas, mais moi, c'était vraiment important pour moi d'être à ses côtés. Donc, toute cette institution qu'il y a autour de la mort, avec tout le corpus médical qu'il y a autour. Autrefois, on portait le noir durant un certain laps de temps, hein. On affichait la couleur du deuil, une sorte de dress code qui indiquait la couleur que nous étions, la douleur que nous étions en train de traverser par le biais de ce noir en fait que l'on portait. C'est comme si aujourd'hui, on cache, on ne veut surtout pas montrer la mort. Hein. Donc il faut être bien en société, il faut être souriant, il faut être avenant, il faut faire comme si tout allait bien. C'est peut-être pour ça qu'on nous renvoie à notre... c'est peut-être parce que ça nous renvoie à notre propre finitude en fin de compte. Hein. Le fait peut-être de cacher la mort. Enfin, on est dans un monde où tout va de plus en plus vite, il faut faire de plus en plus de choses, il faut montrer qu'on est heureux, il faut sourire sur nos photos Instagram, sur les réseaux sociaux, enfin, faut montrer une apparence qui va bien, qui est joyeuse, qui, où tout va dans le meilleur des mondes, alors que la vie est faite de bonheur, de petits bonheurs, de joie, mais aussi de tristesse et elle est en mouvance. Tout est mouvement, quoi. Donc, alors que nous sommes tous concernés et quels que soient les âges de la vie, car à tout moment, la vie peut s'arrêter. Donc, à mon sens, c'est vraiment important de se poser un moment et de réfléchir à toutes ces questions euh, qui sont à même de tous nous impacter un jour ou l'autre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.